Avant, au Mali, pour lutter contre le terrorisme, il y a eu Serval, Barkhane, Takuba, G5 Sahel, la MINUSMA et j'en passe. Quel a été le résultat? Plus de 10 ans de présence effective de toutes les armées du monde pour juguler le terrorisme au Mali et dans le Sahel en général, pour obtenir un résultat plus catastrophique que celui qui était là avant leur arrivée. En d'autres termes, avant l'arrivée de ces puissances étrangères, le terrorisme était cantonné à peine 20% du territoire malien. À leur départ, le terrorisme couvrait 80% du territoire malien. Au lieu de régler le problème, cette présence l'a accentué. Voilà comment s'entraînaient des militaires maliens, par exemple. Depuis un an, c'est ici que 200 instructeurs de 18 pays de l'Union européenne forment l'armée malienne. Comme je vous expliquais, si l'ennemi est là-haut, je vais me cacher derrière. 10 semaines de cours théoriques. Je ne vais pas me mettre devant, parce que sinon l'ennemi va pouvoir me tirer dessus. Et d'exercices pratiques. Aujourd'hui, camouflage. Oh, allez-y, allez-y. 2, 3. Il y avait des techniques que je n'ai pas compris autrefois, mais maintenant, j'ai bel et bien compris ça. Donc comme je te disais, là tu es bien caché. Ils sont très motivés, ils sont souriants, ils nous écoutent, ils sont motivés. Très amusant, n'est-ce pas? Voilà toute cette condescendance qui a caractérisé cette relation entre les pays du Sahel et le monde occidental pendant plus d'une décennie. Des militaires africains pourtant valeureux, traités comme des moins que rien, à qui il faut tout apprendre. L'autre chose qu'il faut relever, c'est qu'avant, l'armée malienne ne pouvait même pas disposer des armes dont elle souhaitait. Même si les pays avaient de l'argent, on choisissait quelles armes leur vendre. Avant, ces armées n'avaient aucun contrôle sur le renseignement. Et quand on sait la connivence entre la France et notamment le FLA, on peut se demander quel type de renseignement la France donnait aux autorités maliennes à cette époque-là. Nous pouvons comme ça multiplier des exemples pour montrer ce qui se passait avant. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Les prétendus soldats français qui sont morts au combat au Sahel. Combien de fois n'a-t-on pas entendu cette phrase dans la bouche d'Emmanuel Macron, d'hommes politiques et de médias français, et même de citoyens lambda sur les réseaux sociaux? Cette évocation qui est censée démontrer l'ingratitude animale des Africains ne tient pas la route dès lors que l'on analyse les faits. Tout ce que je vais énumérer maintenant est disponible dans la presse française et surtout sur le site du ministère français des Armées. Allons-y voir dans le détail. Andy Fila, mort en réparant un frigo à N'Djamena. C'est ce que vous avez entendu là. Adrien Quélin, mort en réparant un camion. La bascule de la cabine lui est tombée dessus. Marc Martin Vallet, accident de la route. Albéric Rivetta, arrêt cardio-respiratoire. Je continue. Alain Bertoncello et Cédric Pierrepont, morts lors d'une opération pour sauver des otages français, sud-coréens et américains au Burkina. Aïe! Est-ce que c'est ça qu'on vous avait envoyé faire? Il y a aussi tous ceux à qui la France elle-même a dénié le statut mort pour la France. Ils sont 6. Chéou Nelson, arrêt cardiaque. Karim El Arabi, accident de la route. Abdelatif Rafik, accident lors de la maintenance d'un camion au sein de la base Barkhane. Vous avez bien entendu, hein, le type était là-bas en train de réparer un camion au sein du camp de l'armée française. Un pneu éclate, paf, on nous le colle, mort au combat. Morgan Henry, mort sous sa tente dans le campement français au Burkina Faso. C'est-à-dire qu'on se lève un matin, on trouve un Gugus mort dans son lit et tac,
il devient mort au combat. La gendarmerie, là-bas chez eux, a ouvert une enquête depuis 2020, donc 5 ans, et ils n'ont jamais rendu public les résultats. Eux-mêmes savent pourquoi. Ensuite, il y a Nicolas Roche. Pour lui, on n'a jamais indiqué de quoi il est mort. Son nom a été effacé du mémorial des morts pendant les opérations extérieures françaises. Et enfin, il y a aussi Jean-Luc Ronis. Lui, là, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais ce n'est que 3 mois après son décès que sa commune a été informée. Lui aussi a été zappé du mur des noms du monument aux morts pour la France en opération extérieure, inauguré en 2019 par Macron. Impossible de trouver une photo de lui. Si vous-même, vous le cachez, pourquoi vous voulez le mettre sur nos épaules? Bon, on est à combien? On est à 12, non? Attendez, je continue. Il y a eu 13 morts dans un accident de 2 hélicoptères de l'armée française, causé par des palabres internes entre leurs équipes au sol et dans les airs. Les gars se disputent entre eux là-bas, ils se crachent, ils meurent, un coup comme ça, ça devient mort au combat. 12 plus 13, ça nous amène à 25. On continue. 16 ont sauté accidentellement sur des mines. Est-ce que l'on doit pour autant les comptabiliser dans le lot de ceux qui sont morts au combat? Pour la fin, je vous ai gardé la cerise sur le gâteau. Thomas Guibault, Baptiste Truffaut, tous les deux tués par d'autres soldats français. Ils se trucident entre eux, ça devient notre problème, si c'est pas la malchance ça. Nous voici donc à l'heure du bilan, le vrai bilan, étayé par des faits indiscutables que eux-mêmes ont communiqué. Mort au combat? Vraiment? Laissez-moi rigoler. Les dirigeants français doivent apprendre à respecter le peuple africain et reconnaître la valeur de ses sacrifices.